Regardez New World Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Face à la hausse du coût de la vie et aux mutations rapides de nos villes comme Lomé, la capitale togolaise, les dispositifs classiques de protection sociale montrent leurs limites. La solidarité de proximité apparaît alors comme une réponse concrète. Entraide entre voisins, tontine, soutien aux personnes âgées et initiatives communautaires. Comment mieux valoriser ces mécanismes de solidarité pour renforcer la résilience des populations? Pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. Monsieur Somabe Kokou Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'association MAC, maître de conférence à l'université de Lille et directeur du cabinet CCTS. Face à vous, nous recevons Monsieur Monkuna Lardja, ou sinon Docteur Monkuna Lardja pour être plus précise. Vous êtes le vice-président de l'association MAC et maire de la commune Oti 2. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Donc on va parler de cette chaîne de solidarité et les nouveautés qu'elle entraîne dans nos communautés, justement pour comprendre la solidarité de proximité. Lorsqu'on parle de cela, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Okay, merci beaucoup madame de nous avoir donné cette opportunité pour pouvoir présenter ce projet ou bien cette pratique qui existait déjà ou bien qui existe en Afrique mais qui avec l'État moderne a perdu sa notoriété. Donc, en fait, la solidarité de proximité, c'est un exemple ou bien un type de proximité, de solidarité, dite solidarité de base, qui consiste à donner la possibilité à la population locale ou bien aux entités territoriales de prendre leur autonomie en termes de régularisation des disparités sociales. Mais est-ce qu'il s'agit là d'une réinvention de nos mécanismes traditionnels d'entraide ou un nouveau modèle d'intervention sociale? Dire une invention, ce serait disons une exagération, puisque, comme je le disais tantôt, ça existait déjà dans nos traditions. Maintenant, qui parle de tradition, je veux parler de tradition africaine. Et dans les traditions occidentales aussi, ça existe. Ça existe dans leur modèle de société. Maintenant, avec l'individualisme et le capitalisme, on a perdu ces valeurs ou bien ces vertus sociales que nos sociétés africaines avaient avant. Mais pour mieux comprendre, pourquoi alors cette approche est dite pragmatique? Ok, c'est dit pragmatique parce que c'est très pratique et très concret. Puisque, si vous voulez, je ne voulais pas devancer, mais si vous voulez, je peux donner un exemple. Nous trois qui sommes ici, supposons que monsieur le maire, c'est lui qui est nanti plus que nous deux en tant qu'autorité. Nous deux, nous sommes simples employés. Vu que lui, il est un peu riche, et il peut nous venir en aide en tant que voisin de son quartier sans nécessiter l'apport de qui que ce soit. Ça veut dire par à partir de ses revenus personnels, il peut se dire ok, je peux aider madame et monsieur pour pouvoir sortir de leurs difficultés. Et c'est une chaîne qu'on veut créer, en fait. Voilà, un système qui doit renforcer les relations de bon voisinage. Je suppose. Justement, vous avez bien fait justement d'évoquer, ou sinon de faire appel à monsieur le maire dans ce contexte, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui au Togo dans un contexte de décentralisation. En quoi est-ce que cette approche pragmatique se distingue-t-elle alors des politiques publiques de protection sociale classiques? Merci. Je dirais que cette approche de proximité se distingue bien évidemment de la protection sociale classique dans la mesure où elle est ancrée de façon locale et puis a une certaine souplesse dans l'opération et dans son mode d'action également. Mais lorsque vous allez plus au niveau
politique sociale, vous allez voir qu'il y a à ce niveau-là, l'échelle et le mode d'action se diffèrent. La proximité du territoire ou la proximité territoriale, nous voyons là-bas une certaine action centralisée, plutôt une certaine action menée directement au sein des lieux de vie des quartiers. Alors qu'au niveau de la politique classique, qu'est-ce que nous constatons? Il y a une gestion centralisée et nationale par les grandes administrations. Et horizontalement, ou quand vous prenez sur le plan horizontalité, vous allez voir que les relations directes d'égal à égal et entre les aidants et les aidés existent au niveau de l'approche de proximité. Ça existe réellement. Et par contre, lorsque c'est verticalité, vous allez voir que les rapports ne sont pas les mêmes. Il y a le rapport de l'hiérarchie qui existe et institutionnel entre l'État et l'usager. Donc, de ce fait, nous disons qu'il y a également une souplesse qui se fait ressentir au niveau de cette approche de solidarité, de proximité, et le pragmatisme de terrain est là. Et la solution, elle est immédiate, adaptée aux besoins réels, n'est-ce pas, et urgents de nos populations à la base. Alors que le cadre classique, ce n'est vraiment pas ça, parce que l'application à ce niveau est un peu rigide, du respect des règles ou juridictionnelles, et qui parfois avec des critères stricts et de procédures uniformes, ce qui rend un peu difficile cette façon-là de faire au niveau de la base. Voilà comment il y a une certaine distinction. Et puis au-delà de cela, la participation aussi est active au niveau de la solidarité de proximité. La participation est active. On fait des recours à l'implication directe des habitants et des associations locales qui s'y mettent à fond. Par contre, si on prend le modèle politique classique, vous allez constater qu'il y a des recours professionnels mandatés et à des guichets institutionnels qui viennent alourdir cette façon de faire. Et justement, face à la cherté de la vie, la solidarité de proximité, c'est un mécanisme que vous recommandez dans la gestion de grandes villes comme Lomé, qui est une capitale. Mais quels sont les indicateurs qui montrent qu'il y a une urgence à remettre le voisinage, les quartiers ou même les communautés directement au cœur du bien-être collectif? Ok, en tant que acteur de la société civile et en tant que chercheur, et nous avons nos indicateurs tels que les revendications sociales, les demandes, par exemple les demandes au niveau des associations, et au niveau des revendications sociales et aussi les politiques publiques aussi. On essaie parce qu'il faut faire le lien par les politiques publiques qui essaient quand même de mettre en avant leur plan de lutte contre la pauvreté. Et donc ça veut dire que nous faisons attention à ces politiques publiques aussi pour voir réellement les besoins de l'État et aussi les besoins de la population à travers les revendications et aussi les demandes. Donc à travers ces trois paradigmes, nous essayons quand même de définir les pistes de solutions. Effectivement, nous voyons que l'État a déjà mis en place, l'État et les bailleurs de fonds, les associations, leur mécanisme d'aide. Mais non, ça ne suffit pas. Donc, il fallait créer une autre piste qui permettra quand même d'équilibrer. Selon vous, c'est un mécanisme qui viendrait en renfort aux actions gouvernementales déjà existantes sur le terrain? Appuyer, au-delà d'appuyer, mais c'est de faire voir de façon pratique
une autre méthode de distribution des revenus, d'une façon un peu plus inclusive et participative des acteurs ou bien des citoyens entre eux. Et pour mieux comprendre, comment est-ce que justement la solidarité de proximité se traduit-elle au quotidien pour les populations les plus vulnérables? Je pense notamment aux jeunes, aux femmes ou encore aux personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'initiatives qui ont justement déjà réussi ou qui ont même peut-être été implémentées dans la commune de Loti? Oui, mais bien avant cela, je crois que je vais m'intéresser un peu à la question que vous avez posée aux collègues qui concerne les indicateurs. Les indicateurs. Je pense qu'au niveau communal et à la base, et même au niveau du grand public, il y a des signes que nous avons pu distinguer à 3 niveaux. Et nous disons qu'il y a des signes d'alerte individuels et relationnels qui existent. Vous allez constater que la sollicitude est subie et les habitants se sentent seuls, même au milieu de la foule. Il y a la perte d'entraide que nous retrouvons au niveau de la base qui n'existe plus, alors que dans le temps, comme l'avait si bien dit le président, l'entraide existait bel et bien dans nos contrées à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, c'est une perte de cette aide-là que nous n'avons plus. Nous ne vivons plus cela. L'entraide que nous avons peut-être aussi hérité du système de troc que pratiquaient nos aïeux. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Et il y a également l'ignorance mutuelle. Oui, parce que les voisins même ne connaissent même pas les noms des personnes avec qui elles vivent. Les voisins, ils cohabitent, ils ne connaissent même pas les noms. Vous voyez que c'est un indicateur. Oui, on a des administrés aussi qui ne connaissent pas le nom des maires. Hein, oui, mais c'est tout à fait évident, ça se repent. Hein. Et il y a, fort de cela, il y a ce que nous appelons le repli de soi. Le repli sur soi, et vous allez voir que les portes restent fermées. Les échanges sont limités entre ces habitants. Et puis, plus loin, nous voyons des signes d'alerte dans l'espace public. Et au niveau de l'espace public, on constate l'abandon des lieux communs. Vous voyez que ces lieux-là, les parcs, par exemple, d'attractions, vous voyez que ces parcs-là se vident, où les gens ne s'intéressent plus. Et puis ces lieux-là deviennent même des lieux, je ne sais pas, qui constituent des endroits à craindre, abandonnés. On note également le manque du civisme. Voilà, et au-delà de cela, vous allez voir les déchets qui s'accumulent, les bruits excessifs, qui gâtent le quotidien des autres, parce qu'on n'a plus cette notion-là. Chacun se livre à ce qu'il veut et il ne sait même pas qu'il y a son voisin, il faut réduire le volume, on jette des ordures pêle-mêle, cet incivisme-là est d'actualité, est réel dans nos localités. Et il y a aussi la peur de l'autre, puisqu'il n'y a pas d'échange, il y a une distance qui se crée, et on se méfie de l'autre, de son vis-à-vis. Et c'est là également de ces signaux d'alerte. Il y a la disparité également de petits commerces. Parce qu'avant, les gens se permettaient jusqu'à une heure tardive dans les contrées. Vous allez les voir avec des petits plateaux sur la tête et autres. Mais maintenant, ça tend à réduire. Donc c'est un facteur très important qu'il faut relever. Et ça donne un déclic. Et quelles sont les actions mises en place et qui ont déjà produit de résultats concrets que vous pourrez partager avec nous sur ce plateau? Oui, pour l'exemple concret, ce que nous n'attendons pas. Nous allons à la sensibilisation, à la rencontre de nos populations à la base. Nous échangeons avec eux, histoire, n'est-ce pas, de les ramener à ce que ils ne puissent pas abandonner les personnes âgées qui sont dans une solidarité absolue. On les abandonne, on les fuit et on ne rend pas visite aux aînés. Et on ne sait plus
apporter son aide de façon spontanée. De façon spontanée. Et donc, il y a une certaine rupture, n'est-ce pas, de ce qui se faisait avant et aujourd'hui, parce qu'il y a l'individualisme qui prime sur tous ces aspects et ça devient inquiétant. Donc, en tant que justement dirigeant d'association, selon vous, quel doit être le rôle respectif de la société civile, des associations de quartier, du secteur privé également, ou même des collectivités locales dans la mise en œuvre de ces actions pour corriger justement les déséquilibres sociaux? Ok, merci beaucoup. Et effectivement, en tant qu'acteur de la société civile, et je parlais d'abord en tant que chercheur. En tant que chercheur, le premier constat que j'ai fait en tant que chercheur dans le domaine de la société civile, même en étant acteur de la société civile, ça ne veut dire pas que nous sommes des anges, quoi. Parce que vous devez être le bon exemple aussi. Ouais, malheureusement, c'est le cas. J'ai fait des constats qui sont vraiment déplorables. Et normalement, dans les domaines où on doit être de bons exemples, et les acteurs prennent le champ de la société, le secteur de la société civile comme aujourd'hui un secteur à but lucratif, alors que selon la loi de 1901, ça ne doit pas être le cas. Donc les gens, au lieu de... Ça, c'est ce que vous dénoncez en tant que chercheur. Et ça devient en quelque sorte une entreprise, quoi. C'est un constat que j'ai fait et c'est déplorable et j'appelle les acteurs de la société civile à revenir à l'essentiel de leur objectif, celui d'être utile, puisque c'est être utile à la société. Maintenant, être utile, c'est devenir effectivement en appui, par exemple, à la justice sociale, que l'État mette en place dans tous les pays. Normalement, chaque État a des mécanismes de justice sociale qui permet quand même d'équilibrer les déséquilibres au niveau social. Donc, nous, en tant que membres de l'association Monde Habité en Commun, MHC, et comme le nom l'indique, c'est de faire cohabiter les gens en commun, que ce soit au niveau de leur richesse ou de leur vulnérabilité. Maintenant, comment arriver à insuffler de telles dynamiques? C'est de sensibiliser d'abord à régénérer, parce que je disais tantôt que c'est déjà dans nos embryons traditionnels. C'est de régénérer ces valeurs ou ces vertus que nous disposons, surtout dans nos sociétés africaines, de par le passé. Et disons, quand je dis le passé, je parlais de bien avant les indépendances. C'est des choses que les sociétés africaines en avaient et que avec la colonisation, on a malheureusement c'est mal pris parce qu'on a pris ce qui est mauvais, alors que l'Occident a d'entraide la solidarité de proximité, parce que moi-même je fais mes recherches en Occident et qu'ils en avaient, mais nous on avait pris le mauvais côté de l'individualisme, alors que nous devons quand même, en tant qu'acteurs de la société, insuffler. Ok, s'il y a des différences, effectivement, il y a des différences dans les politiques, partout dans le monde entier. Il y a des différences dans les politiques de la justice sociale, et bien de la répartition des revenus. Et donc, il y a des différences. Maintenant, les associations, bien le secteur de la société civile, effectivement, eux, ils sont là pour pouvoir appeler la population, bien les citoyens, à prendre en charge d'une manière pratique à travers l'entraide, à travers l'écoute, à travers l'attention, à travers la sympathie, ou bien l'assistance aussi. L'assistance, pas au niveau social, mais réciproque. C'est pas parce que
Monsieur Monkuna est maire, est riche, que nous deux, nous sommes pauvres, que lui n'a pas de besoins. Il a... pas évident, hein. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. On se comprend, c'est un exemple. C'est que lui n'a pas de besoins. C'est ça. C'est la solidarité de réciproque. Non, la solidarité réciproque dont on... Bénéficier de la générosité d'autrui, mais à ne pas en abuser non plus. Oui, je me rappelle un jour, si vous voulez, cet exemple. Allez-y. J'étais en thèse en ce moment, je vais être en 7 ans, quelque chose comme ça. J'étais à Goué et je construisais une maison vers Lancouvie. Et vous savez, c'est pas parce que tu es en Europe que tu es riche, quoi. Donc, je suis arrivé à un moment donné, je n'avais plus d'argent. Il me restait 1000 francs. Donc, je voudrais amoindrir le coût pour aller visiter le chantier pour voir ce qui a été fait. Il me restait que 1000 francs. Donc, en attendant qu'on me paye, quoi. Donc, j'ai marché jusqu'à 2 Lions. Et un monsieur m'a demandé de lui payer de la bouillie. J'ai dit, OK, comment je vais faire? Surtout que j'ai calculé, je voulais faire 1000 chemins à pied, aller à 500 au retour, refaire 1000 chemins. Comment j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, et allons-y, je te paie la bouillie. Donc j'ai donné, j'avais que les 1000 francs, je ne pourrais pas lui remettre non plus. Donc j'ai dit à la dame de lui vendre la bouillie, parce que heureusement, il y avait une vendeuse de bouillie et de riz. Donc je lui ai dit, donnez-moi 750 et prenez 250, voilà. Un peu de bouillie, un peu de riz. Il me dit, si vous aussi vous me donnez les 250, qu'est-ce que ça vaut? Et puis il est parti. J'ai réfléchi, j'ai dit non, mais lui là, il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas compris. Donc ça veut dire c'est de l'abus. C'est de l'abus. Et peut-être lui là, il en a besoin pour boire de l'alcool, je ne sais pas. Tout à fait. Donc du coup, depuis ce jour, je me suis dit, il faut aider, mais il faut aider les gens. Par exemple, moi je ne donne pas aux riches. Tu peux me traiter de mesquin, je m'en fous. Je ne donne pas, parce que quel fruit ça va porter? Il faut donner aux plus nécessiteux. Le riche, ce que je peux lui donner, c'est l'assistance humanitaire. S'il est dans le besoin, par exemple, d'aide, par exemple, il n'a pas quelqu'un qui peut aller lui porter de lait pour faire ses courses. Voilà. Je peux prendre son argent à lui pour faire ses courses à lui. Il n'a personne. Alors, ça, c'est une manière aussi d'être solidaire. Donner aux plus nécessiteux, comment est-ce qu'on mesure l'impact réel d'une initiative d'entraide locale sur le niveau de vie et le bien-être des citoyens? Disons, l'impact, déjà, c'est la joie que, par exemple, quelqu'un qui a un besoin et que vous êtes riche à côté de lui, en tant que voisin, la joie que vous lui apportez, qu'il se sente déjà compris, qu'il se sent aidé, déjà, cette joie-là, son impact, il y a des impacts qu'on ne peut pas mesurer. C'est ça. On ne peut pas mesurer, mais de façon concrète, ce qui serait mesuré, c'est le fait que ça diminue le niveau de la pauvreté. Puisque le pauvre, par exemple, si vous avez un voisin chez vous qui est étudiant, vous lui dites chaque matin, venez nettoyer devant ma porte. Vous savez bien que vous voulez l'aider, mais vous voulez l'apprendre aussi. À gagner, à travailler aussi. À mériter, justement. C'est ça. Vous pouvez lui donner peut-être 50 000 le mois, vous savez bien que c'est pour l'aider, mais c'est une manière, vous l'apprenez, ça va l'impact déjà. Très bien. Et donc, il y a des mécanismes, lors du congrès, on arrivera là-dessus. Alors, justement, monsieur le maire, je me tourne vers vous. Le pragmatisme, on l'a compris, ça exige des ressources. Alors, comment financer la solidarité de proximité sans tomber toutefois dans la dépendance? Oui, mais bien avant cette question, je crois que je n'avais même pas fini l'autre question, mais je laisse puisqu'on est déjà... Oui, on a beaucoup avancé. Tout à fait, on a beaucoup avancé. Mais permettez que je revienne un peu par rapport à la question que vous venez de poser aux collègues. Sur l'impact? Oui, sur l'impact. Et à ce niveau, je crois qu'on peut relever deux indicateurs. D'accord. Il y a les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs que nous pouvons essayer de relever. Et au niveau des indicateurs quantitatifs, c'est vrai comme il a dit, mais on peut voir au niveau de revenus la hausse du niveau disponible et le suivi de baisse du niveau de pauvreté tel qu'il vient de le soulever. Et en plus, il y a aussi l'emploi et l'activité qu'on peut également regarder
le nombre de créations d'activités de génération de revenus que nous mettons en exergue. On peut également parler de l'accès aux services. Voilà. Et donc, pour améliorer l'accès à l'eau potable, à la santé, à l'hygiène, etc. Donc, c'est important. Aujourd'hui, nos communautés nous attendent sur ces aspects-là. Et donc, au niveau des indicateurs qualitatifs et le bien-être, on peut également citer, par exemple, la santé et le stress. Voilà. Et à ce niveau, je crois qu'il faut évaluer la baisse. Ça doit avoir des impacts considérables sur la santé mentale des populations. Exactement. Il faut mesurer donc par là la baisse du stress au niveau de la population, qui est un indicateur justement, très vu les important. impacts réels sur la santé des citoyens, comment justement appliquer la solidarité de proximité sans toutefois tomber dans la dépendance? Ça, c'était ma deuxième question. Oui, et justement, on va en venir à cette question qui, pour nous, et je crois que c'est vrai, il faut nécessairement des ressources. Et ces ressources, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas être dépendant de l'extérieur. Il faut à tout prix essayer d'organiser nos sociétés à la base, à mener des activités génératrices de revenus, et le gain que ces collectivités arrivent à dégager vont constituer un fonds de caisse de solidarité. Donc, cultiver l'autonomie. Alors, il y a un événement à venir, justement, parlez-nous-en très rapidement, Président. OK. Et dans cette dynamique de lutte contre les déséquilibres sociaux, et nous avons pensé effectivement de régénérer cette dynamique, ou bien de ressusciter, parce que c'est déjà là, c'est juste que cette dynamique, cette pratique que nous avons qui permet de souder les liens, parce que l'un des impacts même c'est de resserrer les liens et renforcer les liens sociaux. Et donc nous avons un congrès à venir bientôt, donc on s'est dit le thème de ce congrès serait axé sur la solidarité de proximité, co-construire le développement à la base. Donc l'objectif c'est de sensibiliser, de former, puisque dans l'ordre du congrès, on essaiera de donner une conférence sur la question de la solidarité de proximité en tant qu'outil de bien-être social, donc, et de l'individu et de la société, parce que au niveau de l'individu, ça permet à tout le monde de s'épanouir, et au niveau de la société de souder le lien. C'est les impacts, disons les deux impacts clés. Et donc c'est ça l'objectif. Et nous allons, après cette conférence, nous allons essayer de faire des ateliers pour pouvoir outiller les gens à comment à la pratique dans les bonnes dans les bonnes conditions. Justement, et le congrès se tiendra où et quand? Le congrès se tiendra effectivement à la maison des franciscains à Didogomé le samedi le 5 septembre. Oui, le samedi le 5 septembre. Président, justement, quel message avez-vous pour nos téléspectateurs? Président, c'est vous, excusez-moi, monsieur le maire plutôt. Quel message justement pour inviter les Togolais à participer à ce congrès et à tirer un meilleur profit? Merci beaucoup, et je pense que s'il y a un message à livrer, c'est de demander à nos frères, jeunes, femmes, vieillards, toutes les personnes qui pourront faire le déplacement au lieu du congrès, à venir massivement pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse écouter, et que au sortir de ce congrès, véritablement, qu'il y ait un déclic, n'est-ce pas, de la solidarité de proximité, que nous puissions vivre cela au niveau local, à l'échelle locale, et dans nos quartiers, et dans nos communes, et pourquoi pas embrasser le plan national. Très bien. Et pour conclure, je vais m'adresser à vous, Président, justement, au sortir de ce congrès, quelles sont les avancées majeures que vous attendrez, que vous espérez justement dans la pratique ou l'adoption
de cette méthode d'entraide, la solidarité de proximité? Ok. Moi, disons, au niveau de l'ASSO, notre objectif ou bien les résultats qu'on attend, on veut escompter, c'est premièrement réussir quand même au sortir de ce congrès, qu'on puisse mettre en place, recruter des bénévoles par exemple, et avoir des bénévoles pour pouvoir créer des petites cellules au niveau de chaque... Ouais, pour le relais de messages. Pour le relais de messages et que à l'échelle de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, on puisse quand même insuffler ce vent d'entraide pour pouvoir lutter contre les disparités sociales. Merci beaucoup. Et moi, peut-être pour conclure, je dirais que voilà, participez nombreux à ce congrès et apprendre à cultiver donc l'entraide autrement pour permettre aux uns et aux autres de vivre en toute sécurité, on va dire aussi, pour donc répondre à nos questions sur la question de la solidarité, la promotion de la solidarité de proximité. Nous étions en compagnie de Monsieur Somabe Kokou Martin, président de l'association MHC et maître de conférence à l'Université de Lille, directeur de cabinet CCTS, également Dr Monkuna Lardja, vice-président de l'association MHC et maire de Loti 2. Merci de nous avoir suivis. Donc on vous invite à participer nombreux à ce congrès. Okay.